Bonsoir à tous, bienvenue dans cette agora, dans ce hall de ce nouveau théâtre que nous avons ouvert récemment et dans lequel on est très heureux d'accueillir Jean Audouze, qui est notre astrophysicien associé au théâtre depuis plus de 5 ans, dans le cadre de tout le programme Arts et Sciences que nous menons, et qui a proposé cette soirée sur ce thème évidemment éminemment important et qui regroupe des invités prestigieux sur le sujet de la maîtrise des énergies. Donc voilà, je ne serai pas plus longue, je vais vous laisser la parole et je vous remercie de l'honneur que vous nous faites d'être présents ce soir, présentes et présents. Et merci à vous d'être venus et bonne discussion. Merci beaucoup Julie, merci évidemment au Théâtre de la Ville de nous accueillir et merci également à l'Association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO. La présidente est présente, les membres éminents, l'ancien président est également présent. Je suis très content d'avoir été stimulé dans l'organisation de cette table ronde par mes chers collègues de l'UNESCO. Alors, avant de vous présenter les 4 intervenants, je veux dire juste un petit mot concernant la situation de la gestion des énergies. Il s'est trouvé qu'à la fin des années 1990, un peu avant la fin, exactement à la fin du XXe siècle, l'UNESCO m'avait chargé, c'est dans le cadre, il y avait donc une COMEST, une commission mondiale d'éthique des sciences et des techniques, et j'avais été chargé par Monsieur Cututjean, qui était à ce moment-là directeur de la division de l'éthique des sciences et des techniques. J'avais été chargé d'établir un rapport sur l'éthique des énergies. Et je vous assure, mon propos va être court, simplement pour dire que la situation concernant ce problème me semble avoir empiré pour plusieurs points de vue. Le premier, c'est que on espérait à cette époque-là que les différents pays feraient des économies d'énergie qui n'ont vraisemblablement pas encore eu lieu. Le nucléaire s'est dégradé. Les voitures électriques, on en parlera, c'est effectivement un espoir, mais pour le moment, c'est quand même des objets qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Et puis, principalement, je ne sais pas si on abordera ce sujet, mais il y a eu l'Europe, qui d'habitude est bien inspirée, a pris une très mauvaise décision en libéralisant le marché de l'électricité. Par exemple, vous devez savoir que EDF est obligé de vendre à des prix cassés l'électricité à des opérateurs dont le seul mérite, c'est de commercialiser l'électricité. Donc, il y a eu le prix de l'électricité à renchéri, ce qui est fort dommage. Donc, un climat, je dirais... Alors, en plus, la cerise sur le gâteau, donc aujourd'hui, c'est la COP 28, qui est présidée par un pétrolier. Ça se passe à Abu Dhabi. Donc, véritablement, on a l'impression que sur ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'efficience justement de la gestion des énergies, on a l'impression que le monde est un peu prend de mauvaises directions. Alors, ici, par bonheur, on est dans un endroit où on est dans la raison, et je vais donner la parole successivement à 4 personnes qui ont un regard autorisé sur ce sujet, qui vont, j'espère, nous donner des raisons plutôt d'espérer que des raisons de se plaindre, comme je viens de le faire. Donc, le premier qui va s'exprimer, c'est Monsieur Greg de Temmerman, qui est donc directeur scientifique
de la Quadrature Climate Foundation et qui est également chercheur associé à Paris Mines. Ensuite, Madame Diana Paola Gerasim, qui est chercheuse au Centre Énergie-Climat de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Puis Monsieur John Crowley, qui était fonctionnaire de l'UNESCO et que c'est là où je l'ai connu, et qui est maintenant président-directeur général de PHGD, un groupe de sociétés de conseil pour les énergies renouvelables et l'environnement. Et enfin, M. Sébastien Bodino, chef d'entreprise, qui nous fera part de son expérience. Et donc la parole, s'il veut bien la prendre, c'est donc M. Greg de Temeroy. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler assis, donc ça se trouve, je vais me lever au milieu, parce que j'aime bien bouger et parler. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir organisé un ton londonien, parce que j'arrive tout juste de Londres, où je vis à l'heure actuelle. Moi, je vais essayer de vous parler, de donner un petit peu les bases de quoi on parle, en fait, quand on parle de ce qu'on appelle la transition énergétique, qui est un mot un peu valise, on l'utilise souvent, de voir de quoi on parle. Et en fait, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'il se passe quand même énormément de choses. La COP28 vient de commencer, en effet. J'ai une partie de mes collègues qui y sont. Il se passe beaucoup de choses. Une transition, c'est quelque chose qui est forcément des résistances, d'accord ? C'est comme quand une nouvelle technologie arrive, il y a forcément une disruption de ce qui existe déjà. Donc il y a des résistances, donc il y a des choses qui se passent et il y a des frictions. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais on est quand même à l'aube d'une transformation radicale de notre système énergétique. Elle ne va pas suffisamment vite, c'est clair. Il faudra aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Mais c'est quand même en train de se passer, c'est quand même en train d'accélérer. Il y a énormément de choses sur lesquelles, si vous mettez pas à jour vos chiffres tous les ans ou tous les 2 ans, vous êtes plus à la page. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup trop de personnes qui s'expriment sur ce sujet. L'autre chose dont je voudrais parler, c'est aussi que on sait en fait quoi faire. D'un point de vue climatique, on sait ce qu'il faut faire, on a à peu près toutes les solutions disponibles. La question, c'est de déployer à l'échelle et de façon extrêmement rapide des choses qu'on sait déjà faire. On peut les améliorer, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais en gros, on connaît les recettes. On peut diviser par 2 nos émissions d'ici 10 ans, ce qu'il faudrait faire, voire même un peu avant. On a tout ce qu'il faut en fait. C'est pas un problème technologique du tout, c'est un problème de déploiement et de remplacement d'un système. À plus long terme, c'est un peu différent et on aura encore des choses qu'on ne sait pas faire à l'échelle ou qu'on ne sait pas encore faire vraiment du tout, et donc il va falloir encore énormément d'innovation et de développement. C'est important de garder ça en tête, parce que c'est notamment en France, c'est un domaine un sujet qui est extrêmement polarisé. J'avoue que je comprends toujours pas pourquoi, parce qu'en fait on aura besoin d'à peu près tout. Juste pour commencer, alors je sais qu'il fait froid aujourd'hui, donc c'est toujours compliqué de parler de changement climatique quand c'est l'hiver, mais j'espère que tout le monde est convaincu ici que le climat change, et il change très vite, et il change de plus en plus vite en fait. C'est un graphe qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps dans le New York Times, qui montre en fait la vitesse à laquelle la température moyenne de la Terre change depuis 1850. Vous voyez que c'est à peu près stable entre 1850 et 1950, et vous voyez que la température moyenne, alors c'est une température moyenne, j'ai souvent tendance à dire, une moyenne, ça veut tout dire et rien dire, parce que ça oublie la distribution. Si je vous dis, si vous avez les pieds dans le frigo et la tête dans le four, en moyenne, ça va. D'accord ? C'est un peu la même problématique avec le changement climatique. On regarde une moyenne globale sur le globe, enfin sur la Terre. 1 degré de réchauffement, ça paraît pas énorme. Si vous baissez la température chez vous d'1 degré, c'est pas la fin du monde. Seulement, il y a des endroits sur Terre qui sont déjà à plus 3, plus 4 degrés et qui commencent à vraiment sentir les effets extrêmement forts. Il y a eu des vagues de chaleur absolument horribles cette année. La France est déjà à plus d'1,5, 1,6 degrés de réchauffement climatique. D'accord ? Donc ça va plus vite dans certains endroits que d'autres. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en plus, c'est en train d'accélérer. C'est pas magique, c'est pas quelque chose qu'on a découvert, on le sait, tous les modèles le disent, puisqu'au fur et à mesure, au moins on pollue, en fait, au plus on réchauffe l'atmosphère, tant qu'on continue à émettre du gaz. On sait aussi exactement ce qu'il faut faire. Au premier ordre, le niveau de réchauffement climatique dépend de la quantité de CO2 que vous mettez dans l'atmosphère. C'est assez facile, c'est quasiment une relation de proportionnalité, pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths. Plus je mets du gaz dans l'atmosphère, du gaz de type CO2, méthane, etc., plus le climat se réchauffe. Ce qui est extrêmement important, parce que ça définit 2 choses dont vous entendez certainement parler souvent. Le premier, c'est un budget carbone. C'est-à-dire combien de carbone on peut encore émettre dans l'atmosphère avant d'atteindre un certain seuil de réchauffement climatique. C'est avec l'accord de Paris sur le climat stipule qu'il faut essayer de garder la température mondiale sous les 2 degrés et le plus proche possible des 1,5 degrés. On reconnaît un peu un traité international, parce que c'est assez vague. On parle tous de 1,5 degrés. L'accord de Paris dit sous les 2 degrés, le plus proche possible des 1,5 degré. L'autre chose qu'un budget carbone vous dit aussi, c'est qu'en fait, on a tout ce qu'il faut dans nos mains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête les émissions, le climat se stabilise.
Si on veut stabiliser le climat, il suffit d'arrêter d'émettre du CO2 et du méthane et les autres gaz qu'on émet. D'accord ? Il n'y a pas de dérive climatique comme on peut en entendre parler, etc. Si on arrête demain, parce qu'il est un peu tard aujourd'hui, demain matin, d'émettre des gaz à effet de serre, le climat se stabilise extrêmement rapidement. Il y a des choses qui continuent un peu de changer, la température des océans, la fonte des glaces, mais globalement, ça se stabilise extrêmement vite. C'est important parce que ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui a un effet aujourd'hui. L'idée que ce qu'on fait aujourd'hui définit le climat que dans 30 ans, c'est faux. Tout ce que vous mettez dans l'atmosphère a un effet dès maintenant. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, on a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faudrait faire. On ne le fait pas suffisamment vite pour plein de raisons. 75% des émissions de gaz à effet de serre viennent d'une chose, c'est l'utilisation de l'énergie au sens large. Tout ce qu'on fait nécessite de l'énergie. Cette énergie vient principalement pour l'instant de quoi ? De pétrole, de charbon et de gaz. Quelques ordres de grandeur, à l'heure actuelle, encore en 2023, on brûle 8,5 milliards de tonnes de charbon. D'accord ? Le matériau qui nous a permis de faire ce qu'on appelle la révolution industrielle, on pourrait débattre de ce qu'est la révolution industrielle, mais ce qui a permis l'industrialisation, c'est encore la chose qu'on utilise quasiment le plus dans le domaine de l'énergie. C'est 30% de notre énergie au niveau mondial. Encore une fois, 8,5 milliards de tonnes, 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc chaque habitant sur Terre, en moyenne, brûle une tonne de charbon par an. Vous rajoutez à ça du pétrole et du gaz, vous avez à peu près 80% de votre énergie primaire, donc telle qu'on la trouve dans la nature. Et ce chiffre, il est constant depuis à peu près 50 ans. Donc on est passé d'un monde qui était basé principalement sur de la biomasse, dans les années 1700 et bien avant, à l'émergence du charbon. Les énergies fossiles, leur part dans le mix énergétique a augmenté au cours de l'histoire et s'est stabilisée depuis 1970 aux alentours de 80%. Vous allez trouver des chiffres qui varient un peu, mais aux alentours de 80%. Et depuis 50 ans, on est resté sur la même part d'énergie fossile. Alors ça paraît intéressant de voir que c'est stable, mais en parallèle, la demande énergétique a été multipliée par 2,5 entre 1973 et maintenant. Donc on utilise 2,5 fois plus de charbon maintenant qu'on utilisait en 1973. Ce qu'il faut faire dans les années à venir, c'est faire baisser cette part, la quantité d'énergie fossile qu'on utilise, d'un facteur 3, 4, 5 minimum pour arriver à la neutralité carbone. Ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est le moment où on n'émet plus une molécule de carbone dans l'atmosphère. Toute molécule émise dans l'atmosphère est capturée par un autre mécanisme. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Je ne l'ai pas dit ici, mais on parle souvent de net zéro. Net zéro, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus du tout de carbone. Il y aura toujours des procédés qui vont émettre du CO2. Il va falloir être capable de le capturer d'une façon ou d'une autre, que ce soit naturel, technologique ou autre. On pourrait débattre de ça. Mais il faut compenser un certain terme qui ne va pas être facile à décarboner. Pensez à une chose, l'aviation. Décarboner l'aviation, c'est extrêmement compliqué. Ça émettra toujours du CO2. Il va falloir quelque chose pour compenser ces émissions. Quelque chose qui est extrêmement mal compris dans la transition énergétique, c'est que la transition énergétique, c'est principalement de l'électrification. On oublie en fait l'importance que l'électricité a dans nos vies. En fait, l'électricité va devenir de plus en plus importante dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des procédés qu'on utilise, ils sont électrifiables. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait produire de l'électricité qui émet peu de carbone. En émettant peu de carbone, c'est du nucléaire, c'est des renouvelables et il y a plein d'autres choses. On sait faire et en fait, plus on électrifie, moins on utilise d'énergie fossile. Et en fait, il y a un paradoxe assez intéressant dans la transition énergétique, c'est qu'on va électrifier. L'électricité, pour l'instant, en France, c'est 20-23% de l'énergie finale qu'on utilise. Donc, c'est finalement une petite part seulement de l'énergie que vous utilisez. C'est la part la plus visible pour vous, parce que c'est celle que vous utilisez à la maison. Mais en fait, une grande partie, c'est autre chose que de l'électricité. On va passer dans un monde qui va dépendre à 50, 55, 60%, les chiffres varient un peu, sur l'électricité. Ça va devenir la source d'énergie majeure de notre système énergétique. C'est intéressant parce que l'électricité, c'est beaucoup plus efficace. Pensez à une voiture électrique, c'est 3 fois plus efficace qu'une voiture thermique. Quelque chose dont il faut se rappeler, dont on a souvent tendance à négliger, c'est que notre système énergétique à l'heure actuelle, c'est un système qui est fondamentalement inefficace. Vous brûlez quelque chose, vous créez de la chaleur pour faire du mouvement en grande partie. Ça, d'un point de vue thermodynamique, c'est extrêmement inefficace. Vous perdez 60% de l'énergie en termes de conversion. Fondamentalement, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que quand les gens vous disent la transition n'est pas possible ou toutes ces genres de choses, pensez encore qu'on est basé sur un système où on brûle des trucs. D'accord ? C'est la façon dont l'humanité a commencé à se développer en brûlant du bois et en étant capable de maîtriser le feu. C'est toujours la base de notre système énergétique. Alors on brûle dans des machines extrêmement complexes. Des turbines à gaz, c'est quand même des machines assez merveilleuses. Des moteurs de voiture maintenant, ça n'a plus rien à voir avec un moteur il y a 150 ans. Mais fondamentalement, on brûle un truc, on fait de la chaleur et on le transforme en mouvement. D'un point de vue physique, en fait, c'est hyper inefficace. Si vous pouvez passer par de l'électrification, c'est beaucoup plus simple. Et donc,
physiquement, il n'y a pas d'impossibilité à la transition énergétique, c'est juste une volonté et une transformation qu'il y a à faire. Et donc le paradoxe qu'il y a, c'est que plus vous électrifiez, moins vous avez besoin d'énergie. Donc la transition énergétique, c'est plus d'électricité et moins d'énergie au final. Et ça, il y a très 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 peu de gens qui sont capables de le comprendre. Et quand on parle de sobriété, par exemple, les gens vont vous dire qu'il faut utiliser moins d'électricité. Non, au final, vous allez utiliser plus d'électricité. Sauf que ça va vous permettre d'utiliser moins d'énergie. Et donc il faut faire attention à la façon dont on parle des choses, parce qu'à l'heure actuelle, ne pas avoir assez d'électricité bas carbone, c'est la meilleure façon de se planter. D'accord ? Ce qu'il faut faire dans un pays comme la France, c'est augmenter le plus possible les capacités de production électrique. Bas carbone, évidemment. Et ça, il n'y a pas 50 façons de le faire. Je l'ai dit, à peu près 80% des solutions existent. On sait décarboner quasiment 80% des usages, voire plus. 80% des baisses d'émissions dont on a besoin d'ici, 80 voire même 90% des baisses d'émissions dont on a besoin d'ici 2030, on sait faire. C'est quoi ? Des voitures électriques, des pompes à chaleur, de l'isolation des bâtiments. Des choses qui ne sont pas très sexy à la base, mais qui sont quand même extrêmement essentielles. Des déploiements de renouvelables, changements dans les modes d'agriculture, dans la façon dont on s'alimente. Rien de magique et rien d'extrêmement difficile, à part à déployer l'infrastructure. Quand vous allez en 2050, on estime qu'à peu près la moitié des solutions n'existent pas encore. La moitié des baisses d'émissions que vous avez besoin en 2050 viendront de technologies qui sont encore en phase de développement, à différents niveaux, pré-commercial, voire même encore en labo. D'où, encore une fois, l'importance d'avoir encore de l'innovation et de la recherche. On est sur un moment où on a quelque chose dans l'énergie qui ne s'est jamais produit. On a des sources d'énergie qui deviennent de moins en moins chères, les renouvelables principalement. Le photovoltaïque, c'est 90% de baisse des coûts sur les 10 dernières années, c'est 99% sur les 20 dernières années, c'est un facteur 10 000 sur les 40 dernières années. C'est impressionnant ce qui s'est passé dans le photovoltaïque. On parle souvent de rupture technologique. J'ai souvent tendance à dire qu'on rêve de rupture technologique et quand elles apparaissent, on ne les voit même pas. Le photovoltaïque est quelque chose dont on n'imagine pas vraiment à la vitesse à laquelle ça évolue. L'intérêt des prix qui diminue au fur et à mesure où vous faites, c'est ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Plus vous construisez des panneaux solaires, moins c'est cher. Et on est sur une courbe qui ne voit pas de baisse. Cette année, on vient encore d'atteindre le point le plus bas historiquement du coût du photovoltaïque. Les panneaux valent quasiment plus rien. Si vous installez des panneaux chez vous, c'est pas le panneau qui va vous coûter le plus cher, c'est plutôt la structure et l'installation. Le panneau devient l'élément qui est plus limitant. L'éolien a la même caractéristique, devient moins cher au plus vous en faites. C'est moins marqué parce que c'est des installations plus grandes. Le résultat de ça, c'est qu'en fait, on est sur ce qu'on appelle des taux de déploiement exponentiels. Dans le monde, on augmente la capacité de production photovoltaïque de 25% tous les ans. Ça veut dire que ça double tous les 3 ans. C'est assez impressionnant. La Chine, cette année, va installer plus de photovoltaïque que l'ensemble du parc installé aux États-Unis. C'est plus de 200 gigawatts qui vont être installés cette année en Chine. L'autre chose qui est en train de se passer, c'est l'électrification des transports. Alors, je sais qu'on aime bien dire que les voitures électriques ne sont pas la solution magique, certes, mais il n'y a pas d'alternative. Si vous voulez décarboner les transports, la voiture électrique, c'est l'ingrédient clé. Les voitures électriques, 14% des voitures vendues dans le monde aujourd'hui sont des voitures électriques avec une prise. Ça évolue extrêmement vite. Vous avez des pays où on est déjà à 30-40% de part de marché. Et c'est incroyable à la vitesse à laquelle ça évolue. Tout ce qu'on pouvait dire sur les voitures électriques il y a 15, 5 ou 10 ans, pas assez d'autonomie, pas assez pratique, etc., en fait, on s'aperçoit que tout ça est faux, presque. D'accord ? Il n'y a que très très peu d'usages que vous n'êtes pas capable d'électrifier. Et si vous conduisez une fois une voiture électrique, alors ne conduisez pas de voiture du tout à Paris, ça va encore mieux, mais si vous conduisez une voiture électrique, vous verrez à quel point c'est confortable. C'est juste incroyable. C'est beaucoup plus réactif, c'est plus dynamique, c'est plus intéressant, ça fait moins de bruit. C'est encore une fois quelque chose qui est beaucoup plus pratique que la chose qu'on nous essaie de nous vendre et qui pollue, comme je ne sais pas quoi, qui émet des particules. Et l'électrification des transports, c'est dû à quoi ? Une autre révolution technologique qu'on ne voit pas et qu'on considère comme acquise, c'est la batterie lithium-ion, commercialisée pour la première fois en 1991 par Sony, et dont le créateur a eu un prix Nobel cette année. Une multiplication par 2 de la quantité d'énergie stockée par unité de masse dans les batteries sur les 10 dernières années. C'est impressionnant. Les prix n'arrêtent pas de diminuer sur les batteries. On vient d'atteindre encore une fois, Bloomberg vient de publier ses estimations. On est sur un prix record. On n'a jamais été aussi bas sur le prix des batteries. C'est encore une technologie qui est modulaire sur laquelle on est capable d'apprendre. On est pour les batteries au même endroit où on était il y a 20 ans pour le photovoltaïque, où personne n'est capable de prédire les coûts à plus de 2 ans. Ça va tellement vite, ça progresse tellement vite que les gens ne sont pas capables de prédire les coûts. C'est incroyable ce qui est en train de se passer et on prend ça comme acquis. Vous avez tous un téléphone avec une batterie lithium-ion. Vous avez une voiture, c'est une batterie lithium-ion. On est en train de remplacer le lithium, on a des batteries au sodium qui arrivent. C'est pas les mêmes performances, mais ce qui est intéressant, c'est que le marché évolue dans une direction où on ne cherche plus la performance, on cherche des matériaux plus abondants et on cherche des coûts moins élevés.
Et donc ce mythe où il faudrait avoir toujours plus d'autonomie dans une voiture est en train de s'effondrer, parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà de 300 km d'autonomie, vous couvrez quasiment tout le marché. Et donc ça vous permet de faire des batteries moins chères et ça vous permet d'aller encore plus vite. Et encore une fois, on parle souvent de révolution technologique, c'est assez impressionnant si vous regardez ce qui se passe au niveau des batteries. On pourrait parler du nucléaire. Le nucléaire, c'est une technologie extrêmement intéressante dont on est très fier en France, même si on pourrait en discuter pendant des heures. Le nucléaire, c'est historiquement dans l'énergie la technologie qui s'est développée le plus vite. D'accord ? Alors, évidemment, bombe nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas extrêmement glorieux. 1951, premier réacteur expérimental aux États-Unis. 1954, premier réacteur commercial. 3 ans. D'accord ? Entre les deux, c'est assez impressionnant. Entre 1965 et 1985, on a multiplié par 56 la capacité installée en nucléaire. On est passé en 1965 de 40 réacteurs à 420 réacteurs en 1990. Le problème du nucléaire, ça montre, c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez un taux de déploiement exponentiel, c'est aller extrêmement vite pendant une période, et ça s'est effondré. Et le problème du nucléaire, c'est comment vous reprenez une phase de croissance. Ça fait 20 ans que les gens parlent de renaissance du nucléaire. On voit que c'est pas si simple que ça. Le problème du nucléaire en ce moment, c'est qu'on construit à peine assez de réacteurs pour compenser ceux qui ferment. Donc on maintient plus ou moins la production. On gagne un petit peu en production parce qu'on devient un peu plus efficace, alors pas trop en France, mais dans d'autres pays. On devient un petit peu plus efficace sur l'opération des réacteurs, mais on ne construit pas assez de réacteurs. Alors, le mythe en ce moment, c'est quoi ? C'est de faire des réacteurs plus petits. Pourquoi ? Le problème du nucléaire, c'est que c'est des unités qui sont extrêmement grosses. D'accord ? EPR de Flamanville, 1,6 gigawatts, c'est une machine absolument énorme. Gagner des coûts là-dessus, c'est compliqué, parce qu'il faut en faire beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de clients pour des réacteurs aussi gros. Vous avez un effet d'apprentissage qui est très limité, et ça limite votre capacité à redescendre les coûts. L'idée que les gens développent à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'on peut faire un module photovoltaïque du nucléaire, donc de faire des petites choses modulaires qu'on est capable de construire en usine et de vendre directement à un client, quasiment clé en main. Alors c'est un petit peu plus compliqué, c'est du nucléaire, mais c'est une des idées. Le problème de ça, c'est que ça prend du temps à développer et que c'est un modèle qui fonctionne que si les gens en achètent. D'accord ? Pour avoir un effet d'échelle, il faut une échelle. Et donc, si personne n'achète vos réacteurs nucléaires, vous ne gagnerez jamais en coût. C'est un peu le problème du nucléaire en ce moment, c'est un cercle vicieux, c'est que les gens disent c'est trop cher et c'est trop long, donc on ne va pas en acheter. Et comme on n'en achète pas, ça ne devient pas moins cher. Et donc, tant que personne ne décide de mordre à l'hameçon et de le faire, vous arrivez de nulle part. L'autre chose qu'on est en train de revisiter en ce moment, c'est la géothermie. On n'en parle pas assez, mais la géothermie, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, si vous allez en Islande, il y en a plein. Ils ont de la chaleur à très haute température, à très basse profondeur. C'est quelque chose qui est en train de se réinventer. Et grâce à quoi ? Grâce à l'exploitation pétrolière. Le gaz du schiste, la révolution du schiste, le fait qu'on arrive maintenant à creuser, à aller forer de façon verticale et ensuite de façon horizontale, d'aller faire du fracking, donc d'aller fracturer des roches, on peut l'utiliser pour faire de la géothermie. Si vous êtes capable de creuser au bon endroit, de faire des silos, d'injecter de l'eau en circuit fermé, vous faites de la géothermie. Une nouvelle usine vient d'être installée aux États-Unis. Alors, c'est une toute petite usine, mais ils ont déjà un plan d'une usine 10 fois plus grosse, voire 100 fois plus grosse d'ici 10 ans. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qu'on est en train de réinventer et en redécouvrir. Le problème de la transition, et c'est là où on en est, et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que si vous voulez transitionner, il faut installer des nouvelles capacités et en parallèle, il faudrait en fermer. C'est-à-dire que si vous ne fermez pas de centrale à charbon et que vous continuez à en construire, ça résout pas forcément votre problème. C'est en train de se passer. Il y a le seul pays dans le monde où 90% des centrales à charbon dans le monde à l'heure actuelle en construction sont où ? Sont en Chine. D'accord ? L'ensemble du monde ou presque a tourné le dos au charbon, parce que dans l'ensemble des pays du monde ou presque, c'est moins cher de faire du photovoltaïque que de faire du charbon. La Chine maintient encore des centrales à charbon et en construit. Le problème de la Chine, c'est l'échelle. Entre 2006 et 2016, la Chine construisait chaque année autant de centrales à charbon qu'on a de centrales nucléaires en France. Chaque année, la Chine a ajouté 50 à 60 à 70 gigawatts de puissance électrique au charbon. D'accord ? Et évidemment, même en Chine, ça coûte très cher une centrale à charbon. Si vous la construisez en 2010, elle est censée durer 30 ou 40 ans. C'est difficile de la fermer. C'est ce qu'on appelle le problème des actifs échoués. Et c'est là où la transition est en train de pêcher, c'est qu'on ne ferme pas assez de centrales fossiles, même si elles sont de moins en moins utilisées. Oui, la Chine construit énormément de centrales au charbon, mais en fait, le taux d'utilisation, c'est à peine 45% et il diminue depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'ils surconstruisent. Il y a des raisons économiques pour lesquelles ils font ça, mais ils les utilisent de moins en moins. Donc, un point de vue économique, c'est une fausse économie. Un jour ou l'autre, ça va bien devoir s'arrêter. Il y a des secteurs qui vont être compliqués à décarboner, c'est juste un panorama, mais le secteur de la mine, on aura besoin de beaucoup de métaux, il y en a assez. Alors, je sais qu'on aime bien dire qu'il n'y a pas assez de métaux, il y aura assez de métaux. Le problème, c'est de décarboner toute cette industrie, de faire en sorte qu'on aille extraire des métaux de façon un peu plus propre, parce que c'est quand même un peu dégueulasse.
Je vais juste faire une petite parenthèse. Si vous voulez voir la façon la plus dégueulasse d'extraire quelque chose du sol, allez voir une mine de charbon. D'accord, on parle beaucoup de métaux. Une mine de charbon, c'est quand même à peu près ce qu'il y a de plus sale. Décarboner l'industrie chimique, les plastiques. Faire des plastiques sans énergie fossile, c'est compliqué. Faire de l'aluminium, faire de l'hydrogène. Décarboner les bateaux, ça va pas être simple. C'est des choses qui sont extrêmement fiables. Les camions, je les ai laissés, c'est intéressant parce qu'il y a 4 ans, on pensait que l'hydrogène serait ce qu'il faudrait pour décarboner les camions. Les batteries ont tellement progressé qu'on pense qu'on va pouvoir électrifier quasiment l'ensemble du parc des camions. Et encore une fois, c'est des évolutions technologiques très rapides. Si vous regardez un papier d'il y a 10 ans, les gens vous diront « Oh non, il fallait de l'hydrogène pour faire des camions », parce que les camions, ça roule beaucoup. Oui, les camions, ça roule beaucoup, mais les chauffeurs, ça s'arrête aussi. Ça s'arrête 45 minutes toutes les 4h30 en Europe. Et donc, vous avez 45 minutes pour recharger. Si vous avez un chargeur rapide, vous êtes capable de faire tout ce qu'il faut. Nous, on avait calculé que vous pouvez électrifier 85% de la flotte d'ici quelques années. Le seul problème en Europe, c'est les camions qui vont de Pologne jusqu'en Espagne et qui ont 2 chauffeurs. Parce qu'eux ne s'arrêtent jamais, juste pour changer de chauffeur. Et c'est dur de charger une batterie en 5 minutes. L'aviation est certainement la chose qui va être la plus difficile à décarboner. Et une chose dont on ne parle pas assez, c'est les émissions de méthane. On parle beaucoup de CO2, on ne parle pas assez de méthane. Le méthane, ça vient de quoi? Des vaches, des ruminants. Donc si on mangeait moins de viande, ça diminuerait le nombre de ruminants. Ça vient de l'agriculture et des pratiques agricoles. Et ça vient aussi beaucoup de l'extraction du pétrole et du gaz. Et du charbon aussi. Et donc, moins vous utilisez de combustibles fossiles, moins vous émettez de méthane. Vous avez une sorte de boucle vertueuse là. Et ça vient aussi des décharges, quelque chose sur lequel nous on investit énormément. Voilà, je vais m'arrêter, je crois que j'ai déjà été trop long. J'espère que ça va vous donner un petit peu un panorama. Oui, il se passe des choses. Oui, la COP sera décevante, on le sait, parce qu'en fait, on attend beaucoup trop d'une COP et on oublie de ce que c'est vraiment censé être. Mais en fait, il se passe énormément de choses sur le terrain. Beaucoup de gens se bougent et on est sur des dynamiques qui sont assez impressionnantes et qu'il faut maintenir et accélérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je suis d'emblée désolée pour ma voix qui est vraiment terrible aujourd'hui à cause d'un rhume. Pour ma part, je vais essayer de... En fait, quand on a reçu le sujet de cette table ronde, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait aborder pour la gestion de l'énergie de façon à ce qu'on ne se répète pas tous sur ces sujets. Et je voulais quand même commencer par le contexte international, parce que si on parle de gestion de l'énergie, Greg nous l'a dit, il faut quand même qu'on arrive à faire baisser les émissions partout dans le monde, donc pas seulement en France. Et le contexte international, il est très très compliqué aujourd'hui. Greg nous a montré les températures qui continuent à augmenter, mais de fait, en fait, dans les discussions internationales, si vous regardez le communiqué du G20 du septembre de cette année, vous allez voir que c'est surtout la question de sécurité qui a été au cœur des discussions. Sécurité énergétique, sécurité agricole, de plus en plus aussi l'idée que en fait les pays du Sud ont le droit de se développer avec des énergies fossiles, et ça rentre en contradiction avec l'attitude des pays du Nord qui demandent des efforts, mais qui mettent aussi en place des politiques que le Sud considère comme étant protectionnistes. Le CBAM européen, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est considéré comme étant un mécanisme protectionniste par ces pays. Donc toutes ces choses-là font que les discussions internationales, les discussions qu'on va voir à la COP seront très très compliquées, surtout dans un contexte aussi où il y a de plus en plus de tensions, les tensions entre la Chine et les États-Unis s'intensifient, où plus que parler climat, on parle de compétition technologique sur les technologies bas carbone, et où aussi on voit une situation où les pays du Sud ont du mal à financer ces transitions, n'ont pas les ressources pour investir. Un chiffre qui parle de lui-même, c'est le fait que 90% des investissements dans les énergies propres, dans les technologies propres, se passent en Chine et dans les pays développés, et seulement 10% dans les pays émergents. Donc, c'est extrêmement problématique. La COP, 3 enjeux clés. Effectivement, la question de gestion des énergies est au cœur, avec, pour moi, trois piliers clés. D'abord, une discussion sur élimination progressive des énergies fossiles versus réduction. C'est pas du tout la même chose. Et pour le coup, sur le sujet, l'Union européenne elle est plutôt assez isolée à demander l'élimination progressive,
Et même cette élimination, c'est avec l'idée qu'on pourrait utiliser quand même du captage de carbone pour toutes les industries qui ne pourront pas éliminer toutes leurs émissions et pour lesquelles on aura toujours besoin d'utiliser un peu d'énergie fossile. La Chine, elle est bien évidemment, on considère ça comme étant irréaliste d'avoir un pic sur les énergies fossiles d'ici 2030. Et les États-Unis, ils sont très, très en soutien des technologies de captage de carbone. Bien évidemment, ils sont plutôt sur une attitude de réduction de la consommation des énergies fossiles. Par contre, ce qui fait consensus, et ça rejoint les propos de Greg, c'est l'idée qu'il faut accélérer sur le déploiement des sources d'électricité bas carbone, notamment les énergies renouvelables. Alors le target qui est qui finalement rassemble tout le monde à la COP, c'est le fait de tripler la quantité d'énergie renouvelable installée dans le monde d'ici 2030. Et il y a aussi un enjeu de doubler les améliorations en termes d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, elle est également clé pour diminuer notre consommation d'énergie. Et enfin, la question de financement, je l'ai déjà un peu évoqué, mais effectivement, ici, il y a une question de justice entre les pays qui se sont développés, qui ont créé les conséquences climatiques qui sont aujourd'hui subies, notamment par les États, par les petites îles ou des États plus vulnérables. En Europe, la transition elle est notamment centrée autour du Green Deal. C'est depuis 2019 qu'on a le Green Deal, donc le pacte vert européen, et il a su s'imposer à travers les crises. Sur ce schéma, vous pouvez voir en fait une chronologie du Green Deal qui est censée vous refléter nos réactions. Donc, on a eu le Green Deal en 2019. Tout de suite après, on a eu la crise de Covid-19. On n'a pas renoncé au Green Deal. La réponse a été de lui rajouter un pilier financier. Donc, on a dit 37% de l'argent qu'on va mobilisé au niveau européen sera mobilisé pour la transition énergétique. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine et donc une problématique sur les marchés de l'énergie qui avait déjà commencé auparavant, mais donc des prix excessifs du gaz et de l'électricité. Encore une fois, la réponse n'a pas été de laisser tomber le Green Deal, la transition énergétique, mais de la renforcer, donc accélérer tout ce qui tient aux autorisations pour les énergies renouvelables, accélérer le déploiement des pompes à chaleur, des véhicules électriques, tout en misant sur les économies d'énergie. Donc on a adopté des règlements d'urgence qui demandaient effectivement de diminuer notre consommation de gaz de 15%, notre consommation d'électricité de 5% dans les heures de pointe. Donc tout ça nous a permis de traverser la crise sans renoncer à notre ambition d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Et enfin, la dernière crise, entre guillemets, je dirais celle-ci, c'est suite à la publication de l'Inflation Reduction Act, donc c'est ce programme massif de subventions pour les technologies bas carbone aux États-Unis, qui en fait a déclenché une sorte de crise identitaire en Europe sur qu'est-ce qu'on va faire nous avec nos industries, quelle est notre réponse à ça, comment on va faire pour les éoliennes, les batteries, etc. Donc on s'est mobilisé et on a créé un pilier industriel. Est-ce que le message final de cette slide, c'est tout simplement de dire c'est bien la gestion des énergies va plus loin que juste un plan qui est fait sur une année ou sur 5 ans, mais qu'on ne révisite jamais. Il faut toujours s'adapter à un contexte qui évolue et qui est de plus en plus compliqué. Si on reste figé sur un plan de début, en fait, on ne va jamais pouvoir avancer et faire des progrès qui soient en ligne avec les défis avec lesquels on se confronte. Ici, vous avez le cadre législatif clé pour atteindre l'ambition de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Cette ambition elle a été ancrée dans la loi climat. Donc, la façon de procéder dans l'Union européenne, c'est d'abord, on a fixé l'ambition, réduction de 55% des émissions d'ici 2030, neutralité climatique d'ici 2050, et après, pour l'année 2040, on va définir encore un autre objectif. Et ensuite, on a créé un
un sort de cadre législatif pour nous amener là. On n'a pas juste dit on a un objectif et on va voir ce qu'on va faire. Non, on a créé toutes sortes de législations qui vont nous aider à l'atteindre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Sur la droite, vous avez toutes les législations qui concernent la tarification carbone. On a renforcé la tarification carbone pour nos industries. On va mettre en place une tarification carbone pour le transport routier et pour les bâtiments. Donc, il va vous toucher, vous et moi. On a aussi mis en place un mécanisme d'ajustement carbone pour s'assurer que nos industries sont sur le même pied d'égalité avec des industries qui exportent vers l'Europe et qui, eux, n'ont pas un prix carbone dans leur pays où ils produisent leurs produits. Il y a aussi un fonds social pour le climat, pour justement aider les personnes les plus vulnérables à faire cette transition. Ensuite, on a des objectifs sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables. Et enfin, on a un focus sur le secteur de la mobilité. On n'a pas regardé seulement le transport routier, où effectivement la solution a été finalement de passer massivement aux véhicules électriques d'ici 2035, mais on a aussi regardé le transport aérien et le maritime, où on veut davantage faire de la tarification de carbone, mais aussi s'assurer que les combustibles alternatifs sont intégrés et qu'on crée un marché pour ces combustibles. Ici, je voulais juste vous dire que donc on a le plan, on s'adapte à l'évolution de ce plan dans le monde réel. Et après, il y a la question de la gestion des efforts. Ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez ici que, en fait, d'ici 2030, il va falloir pratiquement doubler nos efforts pour arriver au target qu'on s'est donné. Donc, ça veut dire que tout le monde doit gérer cet effort. Ça doit être une mobilisation de guerre, entre guillemets, mais pour nous tous, parce que sinon, on ne pourra jamais y arriver. Et ce n'est pas seulement sur les énergies renouvelables ou sur les pompes à chaleur, mais ça concerne l'hydrogène, la rénovation des bâtiments, l'efficacité énergétique, les réseaux électriques, extrêmement importants, parce que si on veut électrifier davantage, on aura besoin de beaucoup plus de réseaux électriques pour connecter les parcs éoliens en mer et ainsi de suite. Mais notamment dans la partie de distribution de l'énergie, donc avec la décentralisation qui est entraînée par les énergies renouvelables. Il y a aussi une question de gestion de dépendance, parce qu'il ne faudra surtout pas passer d'une dépendance aux énergies fossiles importées à une dépendance par rapport aux technologies bas carbone importées. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le graphique à votre gauche, la Chine, elle domine le marché des technologies bas carbone. L'Union européenne, elle a plutôt une bonne position sur les électrolyseurs et l'éolien. Mais c'est absolument clair que c'est la Chine qui domine sur les panneaux photovoltaïques. Et de l'autre côté, on voit les États-Unis qui se mobilisent en réponse au Made in China 2025. Ils se mobilisent avec leur Inflation Reduction Act, qui vient avec des subventions massives. Il n'y a pas vraiment, on ne sait pas exactement jusqu'où ça peut aller. Et donc, la question est justement de voir quelle est la place pour l'Europe dans ce paysage. Gestion de l'approvisionnement des métaux, en métaux critiques également. On ne peut pas faire la transition sans les métaux critiques. On en a besoin dans les batteries, dans les réseaux électriques, dans les éoliennes, partout. L'AIE nous parle, par exemple, d'une multiplication par 42 des besoins en lithium. Enfin, on peut discuter les chiffres, mais en gros, on aura besoin de beaucoup plus de métaux. Comme vous pouvez voir sur le graphe à votre droite, en fait, c'est pas seulement une question d'extraction des métaux, mais aussi de raffinage et de transformation. Et ici, la Chine domine absolument toute cette partie-là. Donc, même si on arrive je vais accélérer, même si on arrive à à extraire en Europe, il va falloir aussi se mobiliser sur la partie de processing. Il y a de nombreux défis pour lancer de nouvelles mines. Il y a le temps de construction de 10 à 15 ans. Il y a le défi financier avec la variabilité des cours des métaux. Il y a le défi de l'acceptabilité. Donc, c'est pas simple de créer des nouvelles mines. Donc, la question de la sobriété du recyclage sera centrale. Les compétences... J'ai encore 2 minutes et une minute. Les compétences également, on observe déjà des
des problèmes sur des secteurs clés. On n'a pas suffisamment de personnes dans le secteur de la construction, de l'électronique, de l'ingénierie, et les investissements à faire sont massifs pour les trouver. Et enfin, la question justement des financements, il nous faut, d'après la Commission européenne, plus de 500 milliards d'euros par an pour faire la transition par rapport à des investissements qu'on faisait par le passé, alors que la dette publique, elle est très, très importante dans beaucoup de pays et qu'on a l'inflation et toutes sortes de problèmes économiques. Voilà, c'est tout. Merci. Désolée. Merci. Sans transition. C'est le cas de le dire. Je vais me permettre de m'exprimer devant vous sans support visuel. On va voir si ça marche. Et en 12 minutes. L'absence de support visuel ne me rendra pas moins bavard, mais la gestion du temps appartient à Jean Oudouze, qui sera rigoureux à cet égard. Quand on prend la parole après deux personnes avec qui on n'a finalement aucun désaccord significatif, il y a deux stratégies. L'une serait de se fixer sur un point de détail et de monter en épingle un désaccord pour faire polémique, pour faire le buzz, pour faire le débat. Et l'autre serait d'admettre qu'on est vraiment sur la même page et d'essayer d'apporter un éclairage complémentaire, mais pas du tout opposé ou contradictoire. C'est la deuxième piste que je vais adopter, avec deux points d'entrée. La première, c'est que je suis chef d'entreprise dans ce domaine. Je m'intéresse au déploiement des technologies de production électrique sous des formes que je vous raconterai après si ça vous intéresse. Et bien sûr, je prendrai les commandes à la sortie avec plaisir. Et le conseil et l'accompagnement des entités, notamment publiques, qui sont confrontées à ces problèmes. Et donc, je prends les choses par le petit bout de la lorgnette, à mon échelle, d'acteurs modestes de cette transition écologique sur le plan entrepreneurial. Et en même temps, je viens des sciences sociales. Et c'est peut-être un éclairage intéressant ici aussi que d'adopter un angle résolument social, voire culturel, sur ces questions, en complément des questions, des approches économiques et techniques qui ont été développées précédemment. Et de ce point de vue-là, une chose me frappe, vous aussi sans doute, qui est très liée à l'actualité, y compris l'actualité politique la plus brûlante. Nous sommes globalement tous d'accord ici, sur ce podium. Mais dans la société, ces questions font clivage, et de plus en plus font clivage méchant. Pas juste un clivage de désaccord, mais un clivage d'opposition frontale. Et les questions liées à la transition écologique au sens large, énergétique, mais aussi agricole, par exemple, deviennent parmi les clivages structurants de l'émergence de forces politiques nouvelles, dont on a vu notamment tout récemment le succès électoral aux Pays-Bas, précisément sur ces questions. Alors certes, davantage sur la question de la transformation agricole que sur celle de la transition énergétique, mais elles sont à bien des égards inséparables. On a donc un paradoxe qui nous appelle à adopter une perspective sociale et culturelle sur ces questions qui ne font pas consensus là où elles ont besoin de faire consensus, c'est-à-dire auprès de tous ceux qui devront porter cette transition. J'ai été frappé par le graphique que vous avez montré de l'AIE, et là c'est peut-être le point de détail sur lequel on pourrait avoir un désaccord, qui montre la part absolument minime des transformations comportementales dans la transition écologique. Et pour les raisons que je viens d'indiquer, mais aussi pour des raisons plus profondes, liées au rôle des consommateurs dans le pilotage des systèmes de production, je ne crois pas un instant que la part du comportemental soit vraiment aussi faible que cela. Parce qu'en réalité, qu'il s'agisse de choix d'équipement, de cycle de vie de remplacement des équipements, des questions d'acceptation des protocoles d'efficacité qui sont souvent des protocoles de pilotage intelligent ou bien sûr a fortiori des questions de sobriété, sans même parler des enjeux de la justice ou de la solidarité ou du partage des efforts, le comportemental est sans doute beaucoup plus présent
qu'on ne le suggère parfois dans les analyses technico-économiques. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui est très cohérent avec ce qui a été dit précédemment, les incertitudes technologiques et géopolitiques qui sont majeures à l'échelle du défi que la communauté internationale s'est donné et que chacun des États s'est donné, qui se déploie sur 30 ans au minimum, voire, dans le cas de pays comme la Chine ou l'Inde, 40 ou 50 ans. Ce sont des horizons d'action qui sont inhabituels pour l'action publique, qui dépassent de loin la capacité planificatrice au sens strict et qui dépassent l'horizon de prévisibilité des transformations technologiques. Elles viendront, beaucoup, totalement d'accord avec ce qui a été dit, seront positives. Il y aura sans doute aussi des déceptions. La fusion, dans 30 ans, sera toujours 30 ans devant nous, peut-être, quoi qu'on puisse en souhaiter, mais beaucoup d'autres ruptures technologiques, que ce soit sur le stockage, que ce soit sur l'efficacité du photovoltaïque, que ce soit sur l'invention de nouvelles générations et de nouvelles filières du nucléaire, vont modifier les paramètres économiques, techniques et aussi sociétaux de transformation des systèmes, avec bien sûr le risque toujours présent dans ces transitions, c'est ce que les économistes appellent l'effet de Jevons, selon lequel les gains d'efficacité tendent en moyenne à être consommés par des comportements de plus en plus dispendieux. Chaque fois que quelque chose devient efficace, on gaspille l'efficacité qu'il a permis de produire. Basculer sur des systèmes où l'efficacité gagnée sera vraiment gagnée pour la baisse de la consommation d'énergie primaire nécessaire à la production des bienfaits sociétaux de la consommation d'énergie, c'est un défi qui présente tout de même un avantage, là aussi culturel et sociétal, qu'on ne souligne pas toujours suffisamment, je trouve, qui est que nul ne souhaite, en tant que tel, consommer de l'énergie primaire. Ce que les gens souhaitent, c'est la lumière, la chaleur et la puissance, notamment la puissance de mobilité, qui vient de la consommation d'énergie. Si on peut avoir la même lumière, la même chaleur et la même puissance avec moins d'énergie, personne n'est lésé. Ça, c'est un levier important. Cela dit, en contrepartie de cela, vous noterez à quel point la consommation ostentatoire d'énergie est liée à des formes sociales qu'on connaît tous. Il y a des articles intéressants ces derniers temps qui sont l'œuvre de sociologues sur ce qui a été appelé par certains la pétromasculinité. La pétromasculinité, c'est la forme de construction sociale de la virilité où consommer de l'énergie, notamment par des véhicules disproportionnés qui font un bruit inutilement strident, c'est une affirmation de soi. Il me semble que ça existe. Et ça n'est pas réservé à certains États des États-Unis. Le rôle du SUV dans Paris, effectivement, pourquoi conduire dans Paris, même un véhicule électrique ? Eh bien, parce qu'on cherche à affirmer quelque chose d'autre que le simple déplacement du point A au point B. Chacun a pu le constater. Troisième point que je voulais mettre dans le débat, c'est l'importance de renverser le modèle historique par lequel les systèmes énergétiques ont été définis. Alors, le renverser non pas comme une sorte d'action centralisée révolutionnaire. Vous savez que la révolution bolchevique a été définie à un moment par Lénine lui-même par la formule « les soviets plus l'électrification ». Les soviets étant la transformation de l'organisation politique de la société et l'électrification étant la transformation de son organisation énergétique. C'est intéressant comme slogan, même si comme tous les slogans, c'était évidemment simpliste. Au contraire de cette vision très centralisée de l'énergie qui est liée aux technologies et à l'organisation capitalistique et politique de sa production, à savoir des lieux centralisés de production importante qui se déversent à travers des réseaux essentiellement passifs
sur des consommateurs dont les besoins sont pris en compte au niveau de la planification des infrastructures, mais pas au niveau du fonctionnement immédiat du système, eh ben, on a aujourd'hui les moyens technologiques, on a aussi sans doute une vision culturelle un petit peu différente qui permet de penser la décentralisation de systèmes fortement interconnectés et de plus en plus intelligents qui s'affranchissent de cette vision centralisatrice, mais avec des problèmes. L'un des problèmes qu'on connaît, c'est la manière par laquelle les systèmes de prix, Jean y faisait allusion tout à l'heure, eux-mêmes dictés par des choix de structuration de marché, créent des paradoxes qui peuvent être au détriment, par exemple, de l'énergie nucléaire. Quand le vent souffle, l'électricité éolienne est gratuite. Traditionnellement, dans un système électrique, vous le savez sans doute, la manière dont les capacités étaient utilisées pour répondre à la courbe de charge, elle-même variable dans le temps, est incertaine et donc planifiée sur des temps courts interconnectés avec des temps longs. On fait fonctionner d'abord ce qui coûte le plus cher en coût d'investissement, qui a en général des coûts de fonctionnement très faibles. Et donc d'abord les grands barrages. Ensuite le nucléaire, qui coûte cher à construire, mais pas cher à faire tourner. Et ensuite, progressivement, on bascule sur des énergies où les coûts d'investissement sont modestes et les coûts de fonctionnement élevés, avec, au sommet, pour répondre à la pointe électrique, les produits pétroliers liquides utilisés dans des équipements de faible efficacité technique. Et comme ça, on assure, face à une demande incertaine et variable, l'efficacité la plus grande. Ce modèle est cassé. Il est cassé en partie par des choix de structuration de marché et en partie par la technologie qui fait que, notamment l'éolien, qui n'est pas particulièrement cher en coût d'investissement, offre une énergie quasi gratuite dans certaines circonstances et dans d'autres circonstances, pas d'énergie du tout. Et donc cet empilement très simple et répondant à une logique planificatrice très transparente, est perdu. Alors, j'en conclus que le défi qui nous est proposé est beaucoup moins le choix d'une destination ou le choix d'une technologie ou même d'un mix technologique que le choix d'une trajectoire. Et le choix d'une trajectoire, ça soulève la question, quelles peuvent être les variables de contrôle de cette trajectoire, sachant qu'elle n'est pas définie par une destination nécessairement en partie inconnue. Je mentionnerai 5 choses en conclusion qui me paraissent être les constituants de ces variables de contrôle ou de cette variable agrégée de contrôle. La première, c'est l'efficacité. Il faut que chaque fois qu'on avance, on rende le système plus efficace. Deuxièmement, il faut créer les chaînes de valeur où reconnues pour la valeur sociétale essentielle qu'elles ont. Troisièmement, variable de contrôle, il faut qu'on garde la robustesse des systèmes. Il y a un risque, en effet, que les transformations dégradent cette robustesse. Quatrièmement, j'y faisais allusion au début, l'incorporation sociétale de cette transformation est nécessaire à sa réalisation. Si on essaye de faire ça contre l'esprit public, l'esprit de la société, les types de clivages auxquels je faisais allusion tout à l'heure vont être de plus en plus vifs et peuvent mettre en péril pas seulement la transition énergétique, mais aussi d'autres valeurs auxquelles nous tiendrions. Et enfin, et là je revalide ce qui a été dit précédemment, le maintien d'une dynamique d'innovation, y compris sociétale, au niveau des usages, et pas seulement des technologies de production, qui est la condition pour que la transition soit une transition de l'intelligence créatrice et pas simplement une transition de la planification abstraite. Merci. Alors, on va parler d'un sujet qui semble être central. On n'avait pas communiqué d'ailleurs ensemble avant,
qui est la voiture électrique. Alors moi, ma position, c'est une position de chef d'entreprise face à la transition vers la mobilité électrique. Alors, j'avais écrit cette phrase, nous quittons le siècle du tout pétrole pour celui de l'électrique. Apparemment, c'est partagé par la présentation de Greg. Mais je rajoute, la route est longue, et là, je partagerai la réflexion de John sur l'acceptabilité. Parce que c'est un sujet qui devient relativement clivant. Alors, tous les chiffres que j'ai récupérés sont des chiffres de sources qu'on peut considérer comme fiables, l'ADEME, l'Agence européenne de l'environnement et RTE. Mais tous les calculs sont les miens et l'idée, c'est de vous donner des ordres de grandeur, hein, justement pour convaincre. Alors ça, c'est le petit clin d'œil sur l'ESA qui nous a fait le plaisir d'être ici. Il y a un astrolabe qu'il faut absolument aller voir et qui vous donne une vision, je dirais, interactive sur l'urgence climatique. C'est beaucoup plus agréable et vous pouvez emmener des étudiants, par exemple. C'est dans le 15e à Paris et c'est le centre de l'Agence spatiale européenne. Alors, pour revenir aux transports, les transports, apparemment, finalement, tout le monde ne le sait pas, mais les transports, c'est le point noir des émissions de CO2, déjà par leur quantité, mais également par la trajectoire qu'ils prennent. Si on regarde cette courbe, la courbe de gauche, très rapidement, on voit que le transport routier en rouge est celui en CO2, en émissions de CO2, qui augmente le plus et qui ne réduit pas par rapport aux autres industries. Si on va sur le petit charte du milieu, on voit que le transport routier représente l'essentiel des émissions de CO2 dans le transport, et la voiture particulière, la voiture d'entreprise et particulière, c'est plus de 50%. Alors si on regarde deux chiffres, 1990-2018, là c'est pour la France, 400 milliards de kilomètres chaque année, 400 milliards en voiture, hein, et si on prend 2018, on est à 600 milliards. C'est pareil, c'est une courbe exponentielle. Alors en plus, on rajoute l'histoire des voitures qui prennent du poids, qui consomment moins mais qui deviennent plus lourdes, donc finalement qui consomment autant, et on se retrouve à avoir du CO2 qui augmente, ce qui veut dire que la situation n'est pas favorable. Alors en termes d'entreprise, vous savez, il y a l'histoire du RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Un des trois piliers du RSE est l'environnement. Alors, l'objectif du pilier environnemental, c'est évidemment de baisser le CO2. Les voitures d'entreprise représentent des millions de voitures achetées chaque année, rien qu'en France. Elles sont renouvelées en plus très fréquemment, tous les 2 à 5 ans. Et je dirais que l'entreprise a plus de moyens que les particuliers pour impulser la transition de son parc automobile vers l'électrique, grâce d'abord à une fiscalité plus favorable et surtout à un mode de financement simplifié qui est la location. Ce n'est pas très difficile pour une entreprise de prendre la décision de passer d'un parc thermique à un parc électrique. Le problème qui va se poser, c'est la résistance au changement. Alors, 2 points. Comment calculer les émissions réelles de CO2 ? L'électrique est-il vraiment plus écologique ? On l'a vu, on va le confirmer par quelques calculs. Et quels critères retenir pour le choix d'un véhicule ? Bon, alors, l'idée, c'est, si on reprenait notre calculatrice, reprenons les bases. J'essaie d'aller assez vite. Retour à la base. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez démontrer et que vous pouvez recalculer tranquillement à la maison. C'est des règles de 3, c'est simple. Et vous pouvez surtout aussi essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus qu'un litre d'essence, c'est 10 kWh équivalent, hein, c'est des valeurs calorifiques, et que ça représente 2,3 kg de CO2. Un litre de diesel, c'est 2,7 kg de CO2. Elle est même 10 kWh en énergie électrique, ce n'est que 600 grammes de CO2. Donc déjà, vous avez un rapport ultra favorable sur l'émission de CO2. Ça, c'est valable en France. On verra dans d'autres pays, mais on parle de la France ce soir. Le rendement, Greg a abordé le sujet sur les rendements des moteurs électriques, ils sont de environ 90% pour 30% sur un moteur thermique. Donc vous avez une usine à faire du CO2 avec un rendement qui est très mauvais. Et bon, c'est agréable à conduire, je ne dis pas là, mais en termes techniques, c'est quand même pas très brillant. Alors, sur 100 km d'utilisation, si on met ça sur 100 km, parce que on parle toujours de 100 km, un moteur thermique, c'est 70 kWh. Un moteur électrique, c'est 17 kWh. Donc, moins d'énergie pour la même chose. On revient sur les CO2, 17 kg de CO2 pour une voiture thermique et 1 seul kilo de CO2 pour une voiture électrique. Donc déjà là, vous avez commencé à convaincre un petit peu votre auditoire, puis il va vous répondre tout de suite, et la production de la voiture électrique. Ça va être le truc. Il va dire, il y a un problème de CO2 sur la production, ça ne va pas, c'est pas écologique. Alors là, on reprend les chiffres de l'ADEME. Évidemment, plus la voiture est grosse, vous l'aurez compris, plus elle va consommer de CO2 pour sa fabrication, et puis plus elle est fabriquée dans une usine qui utilise du charbon, plus elle va avoir de CO2 pour sa fabrication. Mais la moyenne a été à peu près, le consensus de l'ADEME, c'est 6 tonnes. Donc on part avec un déficit par rapport à une voiture essence de 6 tonnes. Alors quand on sait qu'on récupère
17 kilos, 17 moins, ça fait 16 kilos pour 100 km, ce sera assez facile de démontrer quand la voiture sera rentable. Alors ça va dépendre de la production d'énergie, de la qualité de la production d'énergie. On va reparler de la France, un petit peu de la Norvège, qui est un exemple, et de l'Allemagne. Donc on voit que selon le mix énergétique, on a plus ou moins de CO2 pour 1 kWh d'énergie électrique. Alors là, ce tableau, ça fait peut-être un petit peu peur, mais c'est assez simple à calculer. Je l'ai fait tout à l'heure. C'est 17 kg pour une voiture thermique, 17 kg pour faire 100 km, un seul kilo pour faire 100 km avec la même voiture électrique. Et on a donc économisé 16 kg. Il suffit de diviser 6000, les 6 tonnes, 6000 divisé par 16, divisé par 100. On sait qu'une voiture électrique est à peu près rentable, ordre de grandeur. On peut faire le calcul avec différents modèles, mais ordre de grandeur, à peu près à 37 000 km. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que si on garde la voiture 150 000 km, qui est à peu près l'équivalent, la moyenne des voitures qui partent à la casse, à peu près à 150 000 km, on sait qu'on va grosso modo économiser 60% de CO2. Donc on peut faire une démonstration grossière, mais qui suffit pour un ordre de grandeur, qu'on va réduire d'au moins 60% l'empreinte CO2 en passant notre flotte de voitures électriques, de voitures thermiques en voitures électriques pour une entreprise, ce qui est pas mal pour le RSE. Vous en conviendrez. Alors si en plus on arrive à faire pousser à 300 000 km, on arrive à 80% de moins. Certains pays sont plus vertueux, la Norvège, mais pas tant que ça, on gagne un tout petit peu, 40 grammes de CO2 pour 1 kWh, donc on refait le calcul, on est un petit peu meilleur. L'Allemagne, qui est moins bon, son mix énergétique étant beaucoup charbon, on se retrouve à avoir 400 grammes de CO2 pour 1 kWh. Et ben finalement, on arrive quand même à être rentable au bout de 60 000 km sur une voiture électrique. Donc même en Allemagne, ça passe. Voilà. Alors, les parts de marché de voitures électriques. Tout à l'heure, Greg disait que c'était exponentiel, que ça montait. Oui, mais il y a un plafond. Ça devient difficile de convaincre des gens. Là, on a à peu près 15% des acheteurs en voitures électriques neuves, et puis il en reste 85, vous me direz, surtout dans les entreprises. La Norvège a 83% de part de marché aujourd'hui. Alors on se pose la question, comment la Norvège a réussi ? Alors, la Norvège a réussi grâce à tout un système de fiscalité, mais également des avantages, péage urbain moins cher, voies réservées pour les voitures électriques, recharge pratiquement gratuite en ville. Ce qui fait qu'il y a eu une acceptation de la Norvège assez spectaculaire, parce que 83%, ça veut dire qu'il n'y a quasi plus de voitures thermiques en vente. On pense d'ailleurs qu'en Norvège, le thermique sera terminé, l'achat neuf, pas l'utilisation, sera terminé en 2025. C'est quand même un exemple. Ça veut dire que c'est possible. Je rappelle que un des problèmes de la voiture électrique, c'est le froid. Plus la batterie est dans le froid, moins elle est performante. La Norvège démontre qu'on y arrive quand même. D'autant qu'en plus, les distances chez eux sont plus grandes. Donc je pense qu'il n'y a pas tellement de freins techniques et que la technologie est déjà là. Il faut simplement faire le bon choix de la bonne voiture. Alors là, on ne va pas rentrer peut-être trop dans la technique, mais globalement, plus la voiture est basse, plus le CX est bon et meilleur ce sera. Donc ça, c'est dans le choix que devra faire le chef d'entreprise ou le gestionnaire de flotte. Mais je voudrais vous montrer la voiture de demain, parce que la voiture d'aujourd'hui, elle existe déjà. C'est une voiture électrique. La voiture d'hier, c'est une voiture thermique, comme vous l'avez compris, mais elle est encore utilisée. Beaucoup trop. Et la voiture de demain, ça, c'est un clin d'œil sur des ingénieurs des Pays-Bas qui ont lancé cette voiture qui s'appelle la Lightwear Zero. Alors, c'est presque un prototype. Il y a eu peut-être 1000 exemplaires vendus. Mais elle arrive à un rendement de 99%. On n'est pas à 90, 99, grâce à des moteurs dans les roues. Elle arrive à un CX de 0,17. Alors pour ceux qui connaissent, un CX de 0,17, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on est plutôt à 0,22 pour les bonnes voitures électriques. Un poids simplement de 1,6 tonne pour une voiture de 5 mètres. Donc, c'est pas beaucoup. Par rapport à la taille de la voiture. Et puis on arrive à avoir jusqu'à 11 000 km par an générés uniquement par les panneaux solaires qui sont sur la voiture. Alors l'idée, c'est de garer la voiture là où il fait le plus chaud, ce qu'on fait jamais d'habitude. Bon, ça sera la nouvelle façon quand on va rentrer, ça va être compliqué. Mais bon, en tout cas, dans le concept, on peut se dire que ça, c'est la voiture de demain, parce qu'on arrivera à des consommations de 10 kWh. 10 kWh, je vous rappelle, c'est 1 litre de gasoil, d'accord, au 100. Donc là, on sera sur probablement à une échelle, je dirais, de 5 à même peut-être 5 à 10 ans. Voilà. Alors la conclusion, c'est la même que Greg. La technologie pour permettre de faire baisser considérablement le CO2 des voitures d'entreprise existe déjà. Reste à convaincre.
former et faire les bons choix. Alors les enjeux de demain, c'est bien évidemment l'adhésion des entreprises. Et l'entreprise, je crois qu'elle a l'exemple à faire. Et puis surtout, l'entreprise a les moyens de le faire. Si l'entreprise lance le marché de la voiture électrique, elle va créer un marché de l'occasion qui permettra aux gens d'avoir des voitures moins chères et accessibles. Ça, c'est aussi un problème. Il faudra évidemment réduire l'empreinte de CO2 de la fabrication des voitures électriques. Donc ça, c'est tout le système de faire rapatrier de l'industrie chez nous. Et évidemment, développer l'électricité décarbonée. Et j'en ai fini. Je vous remercie. Alors, on va d'abord commencer par se poser mutuellement quelques questions, et puis après, vous aurez la parole. Alors moi, j'ai une question, une question. Je suis convaincu, comme Greg l'a dit, que l'avenir, c'est l'électrification maximale. Alors ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe va reprendre une attitude un peu plus économique, au sens, il n'y avait absolument aucune raison autre que céder à des lobbies de privatiser l'électricité. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus ? Alors, je ne vais pas rentrer dans la partie lobby et la partie marché, ce n'est pas ma spécialité. Juste quelques petites choses qui sont importantes à prendre en compte. Le marché de l'électricité va forcément changer puisque, ça a été dit, la production ne va plus être la même. On ne va plus avoir une production continue, on va avoir une production qui va être largement variable. Et je voudrais juste préciser une petite chose, ce n'est pas un bug. D'accord ? Le fait que la production photovoltaïque fonctionne mieux la journée que la nuit, on le sait, mais ça va être dans le futur, ça ne va pas être un bug, ça va pas être un problème, ça va être quelque chose qu'il va falloir utiliser. D'accord ? C'est une opportunité. Il y a deux façons de voir les choses, soit c'est un problème, soit c'est une opportunité. Le fait que les renouvelables produisent à différents moments, ça peut être un problème, ça peut être aussi une opportunité. Ce qu'il va falloir faire, et ça rejoint la partie comportement peut-être, même si je mettrais un tout petit bémol à la question, c'est qu'en fait, il va falloir utiliser l'électricité différemment. On est dans un système où le système de production s'adapte à la consommation. Dans le futur, il va falloir que les deux trouvent un compromis. Il va falloir adapter la consommation et en même temps la production. La production va varier d'elle-même pour différentes raisons. La consommation va devoir répondre. D'accord ? Alors dans ces cas-là, ce qu'on appelle la flexibilité de la demande, ça va avoir des gens qui vont commencer à avoir très peur, savoir je ne vais pas pouvoir mettre machine à laver. En fait, c'est transparent dans plein de cas. Vous pouvez faire plein de flexibilité des usages et vous ne le verrez jamais ou presque. D'accord ? On peut totalement jouer sur votre thermostat à distance sans qu'il y ait vraiment un problème. Ça pose la question de l'acceptabilité. On sait ce qui s'est passé avec les compteurs Linky en France. Ce qui est assez impressionnant si vous y pensez, les gens ne voulaient pas que des données soient transférées, vos données de consommation électrique, et les mêmes gens vont chercher sur Google pour savoir qu'est-ce qu'est un compteur Linky. D'accord ? Posez-vous tout le temps la question, une fois que vous allez sur Google, pourquoi c'est gratuit ? Quand c'est gratuit, vous êtes le client. Pour vous donner le son. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'en fait, le marché de l'électricité, par nécessité, va devoir changer parce qu'il va falloir vous payer à un moment, il va falloir rétribuer ce que vous faites pour le réseau. Quand vous déplacez votre consommation, vous rendez un service au réseau électrique. Rappelez-vous que le réseau électrique doit toujours être équilibré, c'est-à-dire que tout ce qui est produit à un moment T doit être consommé au même moment. D'accord ? On peut éventuellement stocker une partie, mais en principe, vous avez un équilibre constant à n'importe quel moment dans le temps. Bientôt, tout le monde deviendra ce qu'on appelle un prosumer, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la fois produire de l'électricité, parce que vous aurez peut-être des panneaux photovoltaïques sur votre bâtiment, et qui en même temps va rendre un service au réseau. Du coup, la dynamique actuelle du marché de l'électricité ne fonctionne plus, et c'est un gros problème. C'est pas simple de résoudre le problème de comment on gère un marché dans le cas où tout le monde rend un service. Tout le monde se dit, tiens, on ne va pas charger votre voiture électrique, ne va pas être chargée à 13h, mais elle va être chargée à 18h, ou inversement. Ça, c'est un service. Et donc, ça pose une question bien plus fondamentale que l'organisation actuelle du marché de l'électricité. C'est comment on gère un marché sur lequel tout le monde va devenir un consommateur et un acteur. Et ça va bien au-delà de ce qui est en train de se passer sur les discussions du rôle du gaz, etc., dans la fixation du prix, qui a une justification, mais qui était aussi un problème. Je voudrais quand même juste mettre un tout petit bémol sur quand même ce qui se passe en France, parce qu'on aime bien critiquer l'Europe et le marché de l'électricité français. Regardez juste la modulation des réacteurs nucléaires. Ça arrange quand même parfois EDF de pouvoir vendre de l'électricité à un prix plus cher. C'est ce qu'on appelle de la valeur d'usage. Donc vous mettez un petit peu le frein sur les réacteurs nucléaires parce que c'est le gaz qui est marginal dans le réseau et ça vous permet de vendre de l'électricité un peu plus cher. Donc c'est à la fois un problème, mais c'est aussi parfois un avantage. Et je voudrais juste aussi dire une chose, c'est que
cette histoire du prix de l'électricité indexé sur le prix du gaz, on le sait depuis très longtemps. On sait aussi depuis très longtemps que la France avait un avantage compétitif sur le prix de l'électricité. Malheureusement, la France n'en a absolument rien fait puisque notre industrie est partie, on n'a pas bénéficié de ça. Donc, on peut aussi se poser des questions historiques là-dessus. Désolé, j'étais un peu long. Merci. Alors, moi, j'ai une question à Greg, c'est pour la fusion nucléaire. Parce que je pense que ça a une certaine crédibilité. L'idée, est-ce qu'on va en avoir besoin un jour? Est-ce qu'elle va arriver? Parce que peut-être qu'on n'en aura jamais besoin si les renouvelables sont suffisamment bons. Peut-être que ça va être remplacé. Quelle est ta vision là-dessus? Et quel est le plus gros frein sur le développement de la fusion nucléaire? Alors, merci pour la petite pique sur la fusion nucléaire. C'est pendant 30 ans que ça sera toujours. Ça m'évite de la faire. Alors la fusion nucléaire, c'est quoi? Il y a deux façons de produire de l'électricité nucléaire. Il y a ce qu'on fait à l'heure actuelle et qui produit 70% de l'électricité en France, c'est de prendre un gros atome de l'uranium et de le casser en petits morceaux. Ça génère de l'énergie. Einstein nous l'a dit il y a un petit moment déjà. L'autre façon, c'est de prendre des tout petits atomes et de les mettre suffisamment près et de les fusionner. Donc au lieu de vous prenez deux petits atomes et vous en faites un légèrement plus gros. C'est ce que le Soleil fait depuis à peu près 5 milliards d'années. Ça se passe pas trop mal. Ça marche plutôt bien. C'est très inefficace sur le Soleil, mais ça fonctionne quand même. Et en gros, toute votre énergie à l'heure actuelle, ça vient de quoi? Ça vient de la fusion. C'est juste qu'on essaie de le faire sur Terre. C'est extrêmement compliqué. Technologiquement, c'est peut-être un des plus gros défis technologiques sur lequel on ne s'est jamais posé. Ça fait 70 ans qu'on essaye. Ça progresse très très vite. Il y a des progrès assez majeurs. On a réussi pour la première fois en décembre 2022 d'avoir vraiment plus d'énergie produite par de la fusion qu'il en faut, parce qu'il faut chauffer un gaz à 150 millions de degrés pour générer de la fusion. La meilleure façon de penser à ça, c'est comme un amplificateur de radio. Vous savez, ça n'existe plus maintenant, mais à l'époque, ça devient un amplificateur. Vous régliez le son de votre radio. Donc, vous injectez un petit peu d'énergie et vous amplifiez en fait le signal. La fusion, c'est pareil. Vous injectez de l'énergie pour chauffer quelque chose et ça génère de l'énergie. C'est ce genre de technologie où c'est difficile de savoir si ça va servir ou pas. On ne sait jamais quand on développe une technologie à quoi ça va servir. On a une idée, on a éventuellement un marché, et quand on a une nouvelle technologie, c'est la question, c'est est-ce que vous allez rencontrer votre marché ou pas? Et on a plein d'idées, d'exemples de technologies qui n'ont jamais fonctionné, même des idées géniales. Le domaine de l'énergie en est là où en fait les choses bougent très très vite et c'est très difficile de savoir ce qui va se passer dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans. On sait que les renouvelables fonctionnent beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Il y a plein de gens qui disaient il y a 10 ans qu'on ne pourrait jamais avoir plus de 10%, 15% d'électricité renouvelable sur un réseau. Il y a plein de pays dans le monde où on est à 40-50% et ils n'ont pas de coupure électrique tous les jours. Ça fonctionne très bien. On pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a une limite, mais on pense qu'on arrive quand même à faire fonctionner les choses. Vous êtes sur des sources d'énergie qui deviennent de moins en moins chères et donc ça pose une vraie question de savoir comment vous introduisez une nouvelle technologie. Et je vais élargir, c'est pas que la fusion, je ne sais plus qui a mentionné qu'il y avait des progrès sur les panneaux solaires. En fait, je serais un peu taquin sur cette question où je pense qu'il n'y a plus besoin d'innovation dans le domaine des panneaux solaires. Et je pense même que ça va être extrêmement compliqué pour une nouvelle génération de panneaux solaires de s'imposer. Pourquoi? Parce que les prix sont tellement peu chers sur le silicium que d'autres types de technologies vont être plus chères au départ et qui va les acheter. Donc ça pose une question qui est intéressante, c'est qu'on devient tellement efficace, tellement bon sur des nouvelles technologies que c'est compliqué de venir en compétition. Et la fusion va avoir le même problématique. C'est comment vous êtes compétitif dans un marché où le système énergétique a changé, il s'est décentralisé, ça a été dit. D'ailleurs, on appelle ça une centrale. On me l'a fait remarquer ça il n'y a pas très longtemps, je n'avais jamais pensé. Pourquoi on appelle ça une centrale nucléaire ou une centrale électrique? Parce que c'est centralisé. Ça paraissait logique, je ne le savais pas. Et on va passer à un système beaucoup plus décentralisé. Et si vous prenez de la fusion, vous remettez du nucléaire dans 30 ans, vous réinversez le système. Donc, si vous avez investi autant d'argent pour décentraliser votre système électrique, est-ce que vous allez réinvestir à l'envers? Peut-être, parce qu'il y aura des avantages. Peut-être pas, parce que ça va être très cher. Bien, maintenant, mesdames, messieurs, c'est à votre tour d'intervenir. Merci pour toutes ces interventions. Je voudrais continuer sur cette histoire de centralisation. Tout ce qui est production nucléaire, en France à l'heure actuelle encore, dépend de réacteurs qui sont encore des centrales, d'accord, et qui sont connectés à un réseau qui est extrêmement polarisé, d'accord. En tout cas, quand j'ai travaillé sur des fermes éoliennes il y a quelques années avec des Danois, ils se plaignaient du fait que par rapport au Danemark, qui a un maillage extrêmement, enfin, comme un filet de pêcheurs, si vous voulez, avec beaucoup de petites productions, en France, ça avait été, le réseau a été élaboré pour un macro-maillage, je ne sais pas si on peut dire comme ça, et quand vous produisiez l'électricité en bout de ligne, il fallait renforcer
énormément... enfin bref, c'était pas adapté. Alors si ça a évolué, c'est très bien, mais pour l'instant, on est encore avec une très grosse part de l'électricité en France qui est produite par le nucléaire et du nucléaire centralisé. Et ça m'amène à ma deuxième question, c'est avec le réchauffement climatique, ces centrales qui sont sur les fleuves et sur les rivières vont avoir de plus en plus un problème de refroidissement. Comment vous voyez ça ? Je pense que je vais laisser la première question à quelqu'un d'autre. Pour la question du refroidissement, c'est pas si vrai que ça en fait. D'une, on peut installer une centrale nucléaire dans le désert, hein, ça existe déjà. Au Moyen-Orient, ils sont en train d'installer où il fait 45-50 degrés l'été, ça passe. Hein, c'est une question de design. À l'heure actuelle, on perd un demi% à 1% de la production électrique par an potentielle à cause des vagues de chaleur ou de la chaleur. Donc c'est pas un problème, surtout que c'est pas en été qu'on a besoin le plus d'électricité. C'est une question de prévision en fait. Comment vous prévoyez, j'habite en Angleterre depuis un peu trop longtemps, comment vous prévoyez votre système et vos centrales pour qu'elles soient résilientes. RTE a fait une étude pour la France qui montre que vous rajoutez une perte d'1% de la production électrique, 1-2% de la production électrique pour un réchauffement climatique de 3 degrés en France, hein, qui est quand même déjà assez élevé d'ici 2050. Donc c'est pas forcément un problème en fait. On le mentionne comme un problème, ça n'en est pas vraiment un. À mon sens, c'est pas là que va être le gros problème du nucléaire. On peut se poser la question de la centralisation, la chaleur, non, ça se prévoit et en fait, EDF est obligé de prendre en compte ça dans le design de ses nouveaux réacteurs et dans le design des réacteurs actuels, ils sont obligés de faire attention aux prélèvements d'eau. Et en fait, en France, on est extrêmement précautionneux au niveau des prélèvements d'eau, et c'est très bien parce que ça a des conséquences sur autre chose. On a de la marge, hein, on pourrait produire un peu plus à plus haute température, on le fait pas. On peut modifier les cycles de refroidissement. Il y a des choses qu'on peut faire. Donc, à mon sens, c'est pas un problème technique. Alors, si vraiment le réchauffement climatique dérape, de toute façon, on aura d'autres problèmes à gérer. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose qui est si prégnant que ça. Peut-être à 100 ans, on aura d'autres questions. Mais quand on construit un réacteur nucléaire maintenant, comme Flamanville, il est prévu pour ce qu'on peut attendre d'ici 60 ans, parce que c'est à peu près la durée de vie espérée. Et donc, vous prenez ça en compte dans vos dimensionnements. John va répondre à la première question. Oui, merci pour la question. Elle est importante et je confirme que ça reste un frein au développement de l'éolien en France, par exemple, notamment pour le choix fin des implantations. Souvent, l'implantation optimale pour la ressource éolienne n'est pas faisable parce que le coût d'investissement dans le renforcement nécessaire du réseau sur 10, 15 ou 20 km est prohibitif par rapport aux bénéfices apportés par le parc. Alors, il se trouve qu'il y a tellement d'autres freins au développement de l'éolien à terre en France aujourd'hui que celui-là est peut-être noyé sous les contraintes d'acceptabilité. Vous savez qu'il y a des régions en France où il est aujourd'hui impossible d'implanter des parcs éoliens. Regardez il y a une carte très intéressante que j'aurais pu vous montrer si j'avais préparé des visuels comme j'aurais dû, qui est la carte des implantations possibles d'éoliens. Là, je parle de gros éoliens pour alimenter le réseau avec des unités de 2 ou 4 mégawatts en région Auvergne-Rhône-Alpes. En partie pour des raisons d'objection politique bien connues du président de cette région, qui est très hostile à l'éolien, et en partie à cause de l'enchevêtrement des zones spéciales, des zones d'exclusion, des couloirs aériens, des zones naturelles protégées, etc. En gros, on peut les mettre nulle part. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'un de mes projets industriels, c'est de développer du petit éolien qui a disparu du marché. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous avez travaillé à l'UNESCO, et l'UNESCO empêche... Par exemple, c'est bien connu qu'on voulait installer des éoliennes à côté du Mont-Saint-Michel et que ça a été interdit simplement pour maintenir le Mont-Saint-Michel dans les sites de l'UNESCO. Dans son intégrité, tout à fait. Alors, il y a quand même cette contrainte paysagère qui d'où l'importance, me semble-t-il, de renverser la question, pas spécifiquement sur l'éolien, mais en général. Le réseau, c'est un point de blocage de l'émergence d'un nouveau système, potentiellement. Parce que les investissements dans le réseau sont des investissements très coûteux, relativement aux investissements dans la production elle-même. Du coup, la géographie de la production
peut soit mettre des contraintes accrues sur le réseau, soit relâcher les contraintes qui existent déjà. Et on doit évidemment favoriser ceux qui relâchent des contraintes. Mais, et ça revient à ce que disait Greg tout à l'heure sur l'incentivization, les incitations pour le consommateur à adopter des comportements qui sont bons pour le système, comment, je le disais très rapidement dans ma présentation, créer une logique économique où les investissements évités ont de la valeur pour ceux qui permettent de les éviter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça va venir. Il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques de valorisation du non-investissement, de la non-production et de la non-consommation, des techniques économiques, et il y a des systèmes de smart contracts numériques qui permettent de distribuer cette valeur créée, qui est la valeur de l'inaction, paradoxalement, entre ceux qui ont contribué à son émergence. Mais ça, c'est encore balbutiant. Mais ça sera, du coup, un système profondément différent qui ne reviendra pas au système d'antan pour les raisons techniques et pas simplement politiques ou idéologiques dont nous avons parlé. Et juste, puisqu'on lance quelques pics de temps en temps, l'un des plus grands bénéficiaires de la libéralisation du marché électrique européen, ça a été EDF. EDF, non pas en tant qu'opérateur historique français, mais en tant qu'opérateur à l'étranger, et notamment au Royaume-Uni. C'est EDF très largement qui a fait entrer le loup dans la bergerie grâce au projet, lui, strictement idéologique de libéralisation du marché électrique britannique. Donc c'est une partie de l'histoire aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant que ce serait convenable de les faire courtes et les réponses courtes? Les réponses peuvent être courtes. Eh oui. Bonsoir. Est-ce qu'on peut envisager demain, finalement, que tous ces réseaux ne servent à rien à part dans les villes et que les maisons individuelles, qui sont quand même nombreuses chez nous, qui sont réparties dans le territoire, soient autonomes, sans être liées à quoi que ce soit? Techniquement, oui. Est-ce que c'est intéressant? C'est une autre question. En fait, il y a quand même une question derrière. Pourquoi on fait des réseaux centralisés? C'est aussi pour une raison de solidarité nationale, parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas de production électrique. Donc, il faut bien que l'électricité vienne de quelque part. Les capacités renouvelables ne sont pas les mêmes que vous soyez dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Alors, malheureusement, il se trouve que dans le sud de la France, le taux d'installation du photovoltaïque est pire que dans le nord de la France, mais c'est pour d'autres raisons. Mais il y a une question quand même de solidarité de la production, parce que tout le monde a besoin d'électricité à n'importe quel moment, et donc la question, c'est où vous installez. Donc, est-ce que vous allez vraiment complètement renverser le système ou pas? Je pense qu'il y a débat. Je pense qu'il y a une partie de centralisation, c'est toujours important, parce qu'emmener de l'électricité de Bretagne jusqu'au sud de la France, ou inversement, ça peut avoir une valeur. L'autre chose, c'est une question d'efficacité de l'utilisation des ressources. Si chacun a sa propre installation chez soi, vous utilisez en fait plus de ressources. Vous allez avoir besoin tous d'une batterie, vous allez avoir besoin tous d'un moyen de production. Et donc il y a une vertu aussi à avoir un certain niveau d'interconnexion qui est que vous distribuez les ressources nécessaires. Et donc il faut se poser aussi la question, ça peut paraître vertu à première vue de dire que vous allez faire de l'autoconsommation et vous n'allez pas dépendre du réseau électrique. Il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment la façon la plus efficace de faire. Et ce n'est pas forcément toujours le cas à mon sens. L'autre question aussi, c'est que plus les gens vont avoir tendance à se déconnecter du réseau, plus ça va rendre le réseau compliqué à financer. Donc je pense qu'il y a un optimum à aller trouver. Où il sera, on verra bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit on ne passera pas forcément d'un extrême à l'autre. Je voulais savoir où est-ce qu'on se trouvait maintenant sur l'hydrolien. Est-ce qu'il y avait des améliorations? Est-ce que c'était... Où est-ce qu'on en est, quoi? On en est qu'on a peu utilisé l'ensemble du potentiel ou presque. Si vous parlez vraiment d'hydraulique, donc des barrages électriques, etc., dans les pays dans des régions comme l'Europe, il ne reste pas beaucoup de potentiel à aller chercher. Non, je crois qu'elle parle de l'hydrolien en mer. On n'en est pas grand. En fait, voilà, je vais essayer d'être diplomatiquement correct sur celle-ci. C'est une idée qui est vieille, d'utiliser l'énergie de la mer. En fait, le problème, c'est ce qu'on appelle la densité d'énergie. Il y a très peu d'énergie
dans une surface donnée, c'est assez compliqué à faire. Le milieu marin, c'est quand même assez compliqué. On s'en rend compte dans le domaine de l'éolien offshore. Il n'y a pas un potentiel extraordinaire. Il y a d'autres choses qui seraient peut-être plus intéressantes, l'énergie osmotique, des choses comme ça, utiliser les gradients de concentration salin. Enfin, il y a plein de potentiel. Donc c'est quelque chose qu'on a fait en France, l'énergie marémotrice. Il y a quelques centrales. C'est les choses. Les gens en parlent depuis très longtemps. Vous avez aussi des idées pour utiliser les différences de température. L'eau de surface est plus chaude que l'eau en profondeur. Et comme vous avez un gradient de température, vous avez de l'énergie. Vous pouvez faire des centrales comme ça. Ça prend énormément de place. C'est sur des endroits où il y a quand même plein de vies, les océans. Je sais pas, je suis pas un grand fan, je suis pas certain que ce soit une grande nécessité. Je sais qu'il y a une personne politique en France qui aime ce genre de choses, mais je suis pas totalement convaincu. Merci. Dans la présentation que vous avez faite, à un moment donné, vous avez dit que les centrales nucléaires actuellement n'étaient pas remplacées au même rythme que celle qui se fermait, si j'aurais bien retenu. Dans ce cadre de cette énergie, j'aimerais savoir qui s'occupe de la partie éthique concernant les énergies. Et justement, pour le nucléaire, je voudrais savoir si vous tenez compte des difficultés de recyclage des déchets. Et qui gère cette partie de la question des énergies? Les déchets sont gérés en France. Tous les déchets nucléaires sont stockés, pour l'instant en surface. Oui, par l'ANDRA, qui est un organisme national. À terme, l'idée, c'est d'aller enfouir les déchets les plus radioactifs sous terre. Pourquoi? Juste pour s'assurer que la radioactivité ne puisse pas remonter. C'est comme ça qu'on fait du stockage géologique. C'est quelque chose qu'on sait faire. La nature le fait depuis un petit moment. Il suffit de mettre quelque chose suffisamment profondément, la radioactivité ne remontera pas. Je vais essayer de renverser votre question, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites. Je comprends bien pourquoi la question des déchets nucléaires fait débat. On génère à l'heure actuelle 40 milliards de tonnes de CO2 par an, d'accord, juste par l'utilisation d'énergie fossile. C'est un déchet en fait, le CO2. Le CO2, c'est le déchet de la combustion, donc la façon dont on génère de l'énergie. Ça n'a posé de problème à personne ou presque pendant je ne sais pas combien d'années de générer du CO2 dans l'atmosphère. On a émis à peu près 2500 milliards de tonnes de CO2 depuis le début de la révolution industrielle, d'accord ? Ce serait peut-être la première question à se poser, ce déchet-là, la quantité de plastique qu'on déverse dans l'océan, la quantité de déchets miniers qu'on crée. Encore une fois, une mine de charbon en termes de quantité de déchets, c'est assez phénoménal. Donc je comprends bien le sens de la question. Ce que je voudrais mettre en valeur, c'est de faire un petit peu attention à ce qu'on appelle le mythe de la solution parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution parfaite qui n'a pas d'externalité. Si on avait, on serait bien content et on voudrait le faire. Ça n'existe pas. Ça a été mentionné dans la voiture électrique, d'accord. On aime bien, notamment en France, critiquer la voiture électrique. Quand vous entendez une critique d'une technologie qui peut avoir un intérêt pour le climat, posez-vous la question de qui est derrière. Ça n'a pas été trop mentionné, mais posez-vous la question de qui finance derrière, qui a un intérêt à le faire. Vous verrez que le nombre d'entreprises ou de lobbies qui sont derrière est assez petit et c'est assez facile de trouver qui ça peut être. Petit aparté. Il faut faire attention donc au fait que tout aura des externalités. Le nucléaire a des externalités, ça crée des déchets, ça crée moins de déchets par unité d'énergie générée que n'importe quelle autre technologie. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus dense énergétiquement. Donc oui, c'est un problème. Est-ce qu'on pourrait se poser la question de dans quel ordre on veut prendre le problème ? D'accord ? Les déchets nucléaires, on sait quoi en faire, il suffit de les mettre à Bure une fois qu'on aura construit l'installation, on les laisse là, on sait que pendant 10 000 ans, les déchets ne remonteront jamais en surface. C'est prouvé, c'est assez facile de le montrer. Donc, occupons-nous de tout le reste d'abord, de l'ensemble des déchets qu'on génère, d'accord ? Et ensuite, on pourra éventuellement se poser la question du nucléaire. C'est généralement ma façon de présenter. Est-ce que je suis pour ou contre le nucléaire ? Je me poserai la question quand on aura décarboné le système énergétique. Et après, on aura tout le temps de le faire. Franchement, ayons des débats dans 30 ans quand on aura fait ce qu'il faut faire. Pour l'instant, je pense que s'en passer, c'est un problème. C'est une externalité qu'on essaie d'éliminer, mais qui empêche en fait d'en éliminer d'autres. Ben, écoutez, je crois que on arrive à la fin de notre... voilà. Je respecte le temps puisque on me l'a demandé. Et donc, je vous remercie. Je remercie les 4 intervenants. Et je vous remercie, vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Merci.